Le LCP, c'est un tunnel qui est trop antérieur, ça va donner un transplant court, et c'est la raideur en flexion à tous les coups. Vous pouvez rééduquer comme vous voulez pendant 10 ans, vous n'obtiendrez jamais de rééducation, et on est obligé, nous, d'aller les opérer, et d'aller couper le ligament, de travailler la raideur et de faire un autre ligament croisé. Le tiroir antérieur, alors beaucoup de gens font un tiroir antérieur, comme vous le voyez sur la photo, c'est faux. Le tiroir antérieur, il faut le faire à 60 degrés de flexion. À 90 degrés, vous voyez très bien, donc on a donc cette boule-là qui est la rupture donc, du LCA, elle est rouge parce que c'est hématique. Vous recevez donc un patient donc, en urgence, je sais que beaucoup d'entre vous travaillent dans des clubs, et vous subissez un peu la pression donc, des dirigeants, des médecins de club, et donc en tous les cas de l'environnement qui n'est pas toujours là pour aider. En urgence, on ne fait pas grand-chose devant une rupture du ligament croisé avérée. Alors, personnellement, lorsque je reçois donc une entorse du genou, alors la ponction articulaire, est-ce que je la fais? Moi, sincèrement, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent ou que je fais de manière exceptionnelle dans un but ontalgique. Mais ce n'est pas l'élément le plus important pour donc ce traumatisme. Le plus important, c'est d'aller faire une radiographie pour ne pas méconnaître certaines lésions osseuses qui peuvent être une urgence, nous allons le voir. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de fracture, qu'il n'y a pas d'arrachement, il faut glacer le patient, le mettre dans une attelle donc, du genou, lui permettre l'appui avec béquillage et revoir donc ce patient 15 à 20 jours après pour refaire le point d'un point de vue clinique et pour faire l'IRM à ce moment-là. Je vous déconseille de faire des IRM en urgence, car ces IRM-là donnent beaucoup de faux positifs et de faux négatifs en raison de l'importance de l'hématome dans le genou. Alors, lorsque vous recevez donc ce patient à 21 jours, donc vous allez l'examiner, je vous ai mis l'essentiel hein, de ce que, c'est-à-dire c'est l'examen succinct, rapide, pour une rupture isolée du LCA. Donc il y a le test de Trier-Lachman qui consiste donc à provoquer donc une translation antérieure du tibia. C'est un très bon test parce qu'il est sensible quand même à 85% et il est spécifique à 98%. Le tiroir antérieur, alors beaucoup de gens font un tiroir antérieur comme vous le voyez sur la photo, c'est faux. Le tiroir antérieur, il faut le faire à 60 degrés de flexion. À 90 degrés, on va aller chercher des lésions périphériques, des lésions des coques condyliennes et des lésions des points d'angle, qui soient des points d'angle internes ou externes. Si vous voulez confirmer qu'il y a un tiroir antérieur lié à une rupture du ligament croisé antérieur, il faut toujours le faire à 60 degrés de flexion. Le reversed pivot shift, là aussi c'est un signe pathognomonique, moi je l'utilise à tous les coups. Il faut mettre donc le membre en rotation interne et à 30 degrés vous allez avoir un ressaut donc, du compartiment fémoro-tibial externe. Donc on imprime un valgus sur donc, le genou et on fait une rotation interne et on a un ressaut. En fait, le ressaut c'est le couplage de l'instabilité rotatoire du compartiment fémoro-tibial interne avec l'avancement du plateau tibial. Les signes minuscules, vous les connaissez, c'est le signe de Houdar et le grain d'Ictès, on ne va pas s'attarder dessus. Donc, pour se résumer, le diagnostic d'une rupture du LCA est avant tout clinique. N'allez pas faire des IRM et des choses comme ça. Il faut d'abord examiner le patient, c'est fondamental. C'est ça qui va déterminer le diagnostic et non l'IRM. L'IRM est là surtout, sincèrement, non pas pour faire le diagnostic du LCA, mais pour aller chercher la topographie des lésions méniscales et aller chercher des lésions périphériques. L'arthroscopie diagnostique est-elle utilisée? Elle n'est plus de mise. Sincèrement, c'est exceptionnel. Moi, je la fais une fois tous les 2 ou 3 ans, alors que je fais de 150 à 300 ligaments par an, donc au bloc opératoire. Il est important, quand vous examinez le patient, de déterminer le degré de gêne fonctionnelle, la motivation et le profil du patient. On n'opère pas tout le monde de son ligament croisé. Il y a des gens qui font des ruptures du ligament croisé pour lesquelles il ne faut pas, ou qu'il ne faut pas donc opérer. Et évidemment, le diagnostic est difficile lorsque vous avez un blocage en flexion avec une anse de saut bloquée dans l'échancrure intercondylienne. Là, par contre, l'IRM va vous aider. Une rupture partielle du LCA, ce n'est pas donc toujours évident de le faire.
Un patient qui se contracte fortement, c'est aussi difficile. Et surtout un patient qui a un gros gabarit, donc il a un genou qui est énorme, c'est un patient qui pèse 130 kilos et c'est pas évident d'empaumer dans ses mains donc les genoux et de pouvoir aller chercher des signes d'instabilité. Alors l'immobilisation prolongée, je vous la déconseille, ça donne de l'algodystrophie, de la myotrophie, surtout de la raideur. Il faut permettre aux patients de marcher de suite et au bout de 15 jours, commencer à faire la rééducation, donc progressive et douce pour gagner dans la mobilité. Il ne faut pas attendre évidemment l'IRM pour faire le diagnostic, comme on l'a dit, le diagnostic est d'ordre clinique. Alors, sur le plan de l'imagerie, moi je reçois beaucoup de patients avec des IRM et les patients, quand je leur demande de faire des radios, ils sont étonnés et ils me disent évidemment tout le temps, Tabib, j'ai fait des radios, l'IRM suffit. Donc, vous voyez qu'ils viennent déjà avec ce profil ou cet esprit que l'IRM à elle seule suffit, faux. L'IRM a ses indications et la radio aussi. Alors, je vous montre ici le cas d'un patient qui a une fracture de seconde, vous la voyez ici, qui, lorsqu'elle existe, est une fracture qui est pathognomonique de rupture du LCA. Vous avez ici une fracture de la tête du péroné. Cette fracture donc de la tête du péroné qu'on voit ici sur le scanner nous a donc imposé d'opérer le patient donc en urgence et on a procédé donc à un vissage de la tête du péroné avec donc une petite fracture du plateau tibial qu'on a refait et à une rétention de la capsule postérieure et du fascia lata. Vous voyez que la radio évidemment est importante. Et c'est vrai que le gold standard évidemment c'est l'IRM. Vous voyez donc ici l'aspect normal d'un LCA et ici cette tache donc au niveau de l'échancrure intercondylienne. Il n'y a plus donc de fibres du LCA, elles sont donc enchevêtrées un peu dans toutes les directions. Vous allez avoir cette tache et il faut toujours chercher une rupture du LCA. Sur ces images-là, il faut voir la ligne de Blumenstadt, le fond de la trochlée, pour aller chercher une rupture du LCA. Il ne faut pas aller la chercher sur les autres images, ça ne sert absolument à rien. Voilà un kyste mycoïde donc du LCA. Là, donc, ce sont donc des ruptures du ligament latéral externe. Vous voyez bien donc sur cette photo en arrière et sur cette coupe donc sagittale. Il faut toujours chercher donc les lésions périphériques, c'est très important. On passe donc maintenant à la chirurgie. Je vais vous montrer donc quelques vidéos pour un peu étayer votre curiosité sur la conduite à tenir par rapport à certains gestes quand on vous dit qu'il ne faut pas commencer pour la rééducation, il ne faut pas dépasser tel degré, pourquoi on a une raideur, pourquoi on a donc une inflexion du genou. Donc je peux vous expliquer cela à travers donc les quelques vidéos que nous allons voir. Ça évidemment c'est l'installation du malade, on le met à 90 degrés avec donc la colonne d'arthroscopie et tout ce qui s'ensuit. Ceci le matériel essentiel, donc je vous fais grâce donc de ces détails. Alors, le prélèvement de la plastie, c'est primordial. Il faut absolument donc bien disséquer le surtout fibreux, donc c'est l'enveloppe péritondineuse, et la fermer de manière anatomique parce que d'abord ça nourrit le tendon rotulien et en plus c'est un élément de glissement, donc post-opératoire très important. Ici donc on fait donc la première moucheture donc antéro-externe pour introduire la caméra. Nous allons essayer donc de voir si, parce qu'on n'a pas pu obtenir l'image, mais je vais quand même m'entêter et voir si je peux éventuellement faire passer l'image. En fait, c'est l'image de prélèvement, c'est pas l'image, donc les images dans le genou. Ça, rassurez-vous, elles passent, mais c'est l'image du prélèvement, je voulais vous la montrer. Donc, on va essayer, si ça marche, ok, si ça marche pas, je vous enverrai ça autrement. Alors, est-ce qu'on voit les images? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'on voit la vidéo? On la voit, oui ou non? Non. On ne voit pas la vidéo. Donc, j'arrête tout de suite. Et donc, je vais directement... Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait... Oui, là, je la vois. Ce que je voulais vous montrer, c'était le prélèvement du tendon rotulien. C'est un prélèvement, vous savez, le tendon rotulien fait 3 cm de large. Et donc, on prélève 1 cm seulement. Et on prélève donc sur la pointe de la rotule et sur la tuberosité tibiale antérieure une baguette osseuse qui fait 2,5 cm de longueur
1 cm de largeur et 1 cm de profondeur. Désolé que vous puissiez pas voir ça. Ceci donc est un problème technique, donc apparemment. C'est pas grave. Donc, quand on va commencer donc le ligament croisé antérieur, on va commencer évidemment par explorer les ménisques. Et là, vous voyez donc une lésion méniscale externe de la cône postérieure. Donc, on la voit. Elle est surtout inférieure. Vous voyez. Donc, sur une lésion comme ça, on est au niveau du hiatus du poplité. C'est pas très large. La suture méniscale, donc, n'est pas très conseillée parce que le ménisque n'est pas très, très large. On voit bien le tendon du poplité vers le bas. Donc, je fais une ménisectomie partielle, d'autant plus qu'on est en zone rouge-blanche, voire même blanche-blanche. Donc, voilà, donc je fais une ménisectomie évidemment économique, hein, économique. Voilà, donc je tombe sur la lésion comme vous la voyez. Et là, je voulais vous montrer, vous voyez, il persiste une lésion qui est donc horizontale. Comme c'est une lésion stable, je ne vais pas plus loin pour rester économique. Une lésion du ménisque stable ne donne pas de douleur. Donc, ça c'est très important aussi parce que quand vous demandez une IRM, il faut toujours mettre dans le protocole que nous avons laissé une petite lésion stable du mur postérieur. Sinon, le médecin rééducateur va vous mettre, oui, il existe une lésion. Et là, ça pose problème après avec donc le malade ou avec le joueur. Donc, voilà, donc vous voyez, souvent les gens ont des lésions hein, de ce genre et c'est des gens qui n'ont donc aucun problème. Hein. Donc, je crois que la vidéo est passée 2 fois. Voilà. Donc là, je nettoie un peu donc tout ça. Il y a un téléphone qui sonne, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, donc, je vois si ma lésion est stable, elle est stable. Et donc, je m'arrête donc à ce niveau-là. Voilà, je vérifie encore s'il n'y a pas de lésion à côté, sur la cône moyenne. Là, je suis dans l'échancrure. Voilà ce qui reste donc du ligament croisé. Hein, c'est une ancienne lésion. Donc, vous avez toujours un peu de ligament vers le bas, c'est-à-dire sur le tibia. Mais sur le fémur, vous n'avez plus rien du tout. C'est du tissu fibreux seulement, qu'on enlève facilement. Vous voyez? Et derrière, vous commencez à voir le ligament croisé, donc postérieur. Donc ça, c'est un couteau Chever qui tourne à 3000 tours minute. Et vous voyez donc que l'échancrure intercondylienne est totalement vide. Il n'y a plus de LCA. Hein, vous voyez, il n'y a plus de LCA. Je nettoie encore donc cette échancrure avec une curette. Voilà donc le LCP, on le voit très bien. Je parfais donc mon nettoyage. Vous voyez derrière donc le ligament croisé postérieur. Donc j'introduis donc ma broche guide. Voilà. C'est un décalé qui est de 7 degrés pour être réellement isométrique. Donc je rase le ligament croisé postérieur et je vais introduire donc mon routeur fémoral, donc, qui est de 10 mm. Hein, donc c'est des tunnels de 10 mm de diamètre et qui sont de 35 à 40, voire 45 mm de... voilà. Donc voilà le tunnel fémoral que je nettoie. Alors, docteur Zmouri. Oui. Oui. Je t'entends, oui. La vidéo ne fonctionne pas. Ah, écoute. La vidéo ne fonctionne pas. Ouais, mais bon. Il ne marche pas, la vidéo. Mais ça, moi tout à l'heure, on pouvait voir ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Oui, je sais. Mais maintenant, il fonctionne. Attendez, je vais. Tout à l'heure, ça marchait. Est-ce que comme ça marche? Regardez. Oui. Ça marche comme ça ou non? Oui, ça marche comme ça, oui. Ça marche? Bon, on va rester comme ça. Alors, on va rester comme ça. Très bien, super. Donc, je termine, donc, je parfais donc mon tunnel. Voilà. Et donc, vous avez donc ainsi
Voici donc un autre patient. Vous avez vu tout à l'heure une échancrure intercondylienne vide, parce que c'est une ancienne lésion. Voici un patient qu'on a opéré il y a une semaine, c'est un joueur de football. Et vous allez voir la différence. Quand on a, donc, c'est un peu l'image que vous avez vue tout à l'heure sur l'IRA, vous avez donc un enchevêtrement des faisceaux, hein, les tendineux et ligamentaires. Vous voyez très bien, donc on a donc cette boule-là qui est la rupture donc, du LCA, elle est rouge parce que c'est hématique. Vous voyez qu'il y a beaucoup, donc il y a un peu de sang. Hein. Ça, c'est une rupture récente qui date de 20 jours. C'est un patient évidemment que nous avons d'abord rééduqué, non pas de 20 jours, de 1 mois. Vous voyez, on voit très bien la rupture. On a d'abord rééduqué et par la suite, on a commencé donc à réparer son ligament. Donc, le nettoyage comme tout à l'heure. Donc là, le travail est plus important parce qu'il y a plus de fibres de LCA enlevées. On voit la vidéo. Est-ce qu'on voit la vidéo? Oui, oui, ça va, oui. Très bien. Donc là, on fait le nettoyage, comme tout à l'heure. Hein. Alors, ce nettoyage, c'est très important. Si vous ne nettoyez pas bien l'échancrure, ça aboutit évidemment à des raideurs, hein, n'est-ce pas? Donc, l'échancrure nettoyée, vous voyez, pardon, décidément. Là aussi, donc, je mets donc alors, c'est important parce que là, je vous montre ça 2 fois parce qu'il faut être isométrique, comme nous l'avons dit. Si le tunnel, vous le mettez trop en avant, s'il ne rase pas comme ça, le LCP, c'est un tunnel qui est trop antérieur, ça va donner un transplant court et c'est la raideur en flexion à tous les coups. Vous pouvez rééduquer comme vous voulez pendant 10 ans, vous n'obtiendrez jamais de rééducation et on est obligé, nous, d'aller les opérer et d'aller couper le ligament, de travailler la raideur et de faire un autre ligament croisé. C'est la seule solution pour ce genre de patient. Donc, je suis en train donc de forer mon tunnel fémoral. Là, je suis parti jusqu'à 45 parce que c'est quelqu'un qui fait 1m89. Hein, et donc, il faut faire un peu plus pour avoir donc une longueur qui soit bonne parce que ce sont des gens qui ont des tendons rotuliens qui sont longs. Évidemment, comme vous le savez, la largeur du tendon, elle est fixe, elle est à 3 cm. Mais la longueur, par contre, elle n'est pas fixe, elle est en fonction de la taille de l'individu. Voilà donc mon tunnel qui rase évidemment le ligament croisé postérieur. Donc, première conclusion, le tunnel fémoral, il faut qu'il soit là, vous l'avez vu. Vous savez maintenant où est la bonne situation du tunnel, que personne ne vienne vous raconter n'importe quoi, vous dire n'importe quoi. Sur la radio, vous allez voir votre positionnement et vous savez si ce malade va faire une raideur ou non, afin qu'on ne puisse pas incriminer la rééducation. Deuxième étape, évidemment, si le tunnel tibial. Là aussi, c'est important, il faut que le tunnel tibial soit environ 0,7 à 1 cm maximum donc, du ligament croisé antérieur en avant et entre les deux massifs des épines. Voici donc ma broche quitte. Et donc, je vais faire passer donc mon routeur tibial. Vous voyez, je suis entre les deux massifs des épines. On voit très bien les deux massifs des épines. Et je suis ni en avant ni en arrière, à mi-chemin entre les cordes antérieures des deux ménisques, surtout la corde antérieure du ménisque interne, et l'insertion ou le ligament croisé postérieur. Là aussi, c'est très important. C'est très important. Vous voyez la position du tunnel tibial. Je voulais revenir un peu sur le tunnel tibial. Voilà, hop, je voulais vous montrer cette image. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est le tunnel tibial. Et vous voyez que tout autour, j'ai tout enlevé. Alors, certains vont vous dire, il faut laisser, faux. Il faut enlever tout. Parce que si vous laissez ici,
de l'os avec beaucoup de fibrose, etc., ça va un peu calcifier et enlever la course du transplant, et ça va entraîner ce fameux syndrome du cyclope qui est source de flécissement. Donc, deuxième point, il faut nettoyer totalement toute l'embouchure et tout autour du tunnel tibial, sinon on aboutit à un syndrome du cyclope. Après avoir fait les deux tunnels, on va passer l'aplastie. Donc, on fait passer un fil. Donc, le fil est passé préalablement. Voilà le LCP. Vous voyez le fil tracteur. Je vais tirer sur le fil. Voilà, j'ai tiré le fil. Je le ramène du tunnel fémoral au tunnel tibial. Voilà, il passe du tunnel fémoral au tunnel tibial. Et puis, je vais ramener le fil tracteur qui est accroché à ma plastie. Vous allez voir un nœud tout de suite. Voilà. Je vais faire passer le fil tracteur pour le faire sortir vers la cuisse. Vous le voyez sur la photo, j'ai mis une photo en haut pour que vous puissiez voir, je ne sais pas si c'est lisible. Et puis vous allez voir tout de suite venir progressivement la baguette osseuse, voilà, que je vais introduire dans le tunnel fémoral. Elle est en train de se laisser désirer. Donc je l'aide, voilà, avec un crochet, l'aide où mon aide va tirer, voilà, je l'aide, il va tirer, tac, et là, je la prends, hop, je la mets à côté du trou, et l'aide va tirer, et vous voyez donc la jonction os-tendon, très important, tac, et je m'arrête là. Vous voyez donc le néoligament, je m'arrête là, ça, c'est important. Il ne faut pas l'introduire plus, sinon le vissage va donc entraîner une altération donc, de la jonction os-tendon qui est la zone primordiale. Donc voilà, j'introduis donc mon transplant pour régler le tout dans le tunnel fémoral. Je mets donc un protège tendon pour que je puisse visser. Je vais mettre tout de suite donc, vous voyez, donc voilà le protège, comme ça j'érode pas le néoligament. J'introduis donc une broche et puis tout de suite après, vous allez voir une vis biorésorbable qui va venir, tac, et je commence à visser. Donc c'est une vis de 7,25, donc on coupe un transplant, on coupe la baguette osseuse sur une longueur de 25 mm parce que la vis fait 25 mm. Donc je vais retirer mon transplant, tac, tac, et le guide, et voilà donc mon transplant avec la vis. Vous voyez qu'il n'y a pas de conflit avec l'échancrure, hein, c'est très important. Et donc, je vous montre donc le tendon. Là, je vous montre qu'il n'y a pas de conflit entre l'échancrure et Donc là, je teste aussi la tension. J'ai mis ma vis tibiale, évidemment, hein. Et vous voyez donc, quand je teste ma vision, pardon, hop là. Là, je vous montre le LCP qui croise le LCA. Et là, très important, vous voyez le vide qu'il y a ici, ça c'est le condyle fémoral externe. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de conflit entre le condyle fémoral externe et le néoligament, le nouveau ligament. Sinon, s'il y a un contact, un shoot dans le vide, et évidemment, ça se rompt. Avec le temps, ça érode, et ça entraîne des ruptures itératives donc du LCA. Bon, ça c'est encore un vissage. Je pense que ça n'a plus d'intérêt, vous l'avez vu le vissage, voilà. Et ici, je vous montre le vissage tibial. Alors, très important, vous voyez le vissage tibial, je suis en train de tirer,
voyez, j'ai une main qui tire dessus, hein, n'est-ce pas? Et je tire absolument bien sur la main de droite, la main de gauche, et la main de droite est en train de visser. Vous entendez d'ailleurs le bruit que vous entendez, c'est le bruit de la vis quand je la mets. Vous voyez bien que ça tient vraiment très bien. Et je suis à 30 degrés de flexion. On en a parlé au départ. C'est dans cette zone-là où le néoligament est le moins tendu. Donc, je vais le tendre, moi, dans cette position. Et quand je teste, vous avez vu quand j'ai fait passer le crochet tout à l'heure pour tester la tension, le genou n'est plus à 30 degrés. Je l'ai remis à 90 degrés. Et il faut que la tension soit toujours bonne de 30 à 90 degrés. Sinon, votre tendon n'est pas bon. C'est ça la bonne isométrie. C'est la tension qui reste la même en changeant de position, de flexion du genou. Sinon, c'est très mauvais. Alors, évidemment, je voulais vous montrer une suture méniscale parce qu'on en fait beaucoup. Ça, c'est un footballeur aussi. Donc, vous voyez qu'il a une désinsertion. Vous allez le voir tout de suite. C'est pas une rupture du ménisque. Vous voyez bien comment il vient, mais voilà. Vous voyez bien, là où il se colle sur la synoviale, il y a une rupture. Ça veut dire qu'il y a une rupture, une désinsertion entre le ménisque et la synoviale. Ce n'est pas du tout une indication, évidemment, de méniscectomie partielle, mais il faut absolument aller faire une suture méniscale. Alors, évidemment, on fait des sutures méniscales in-in, c'est-à-dire que on fait des sutures avec donc des procédés. Hein. Vous allez le voir tout de suite. C'est assez simple. Mais pour vous, ce qui est important, voilà, vous voyez un peu l'ouverture entre la synoviale et le ménisque. Vous voyez, le ménisque, regardez où est-ce qu'il est, la synoviale. Donc, vous voyez que ça, c'est réellement l'indication d'une suture. Donc, voilà. Donc, j'ai une aiguille que j'introduis. Hein, voilà. Donc, j'essaie de chercher la bonne place. J'ai jugé que c'était pas terrible là-bas, donc je change de place. C'était pas terrible sur le plan biomécanique. Hein. J'avais peur que ma suture ne tienne pas. Donc, le premier point, et puis je vais réintroduire donc mon aiguille pour faire le second point. Voilà, donc je tire mon nœud et vous voyez la suture est ainsi faite. Donc, sur une suture méniscale, il faut retenir évidemment que la rééducation ne peut pas commencer, ou elle ne peut pas commencer qu'après un mois, que la reprise sportive ne peut se faire évidemment qu'après 3 mois, voire même chez certains auteurs 4 mois, en cas de lésion méniscale isolée évidemment. Hein. En cas de LCA, évidemment, là, ça ne pose pas de problème parce qu'on est obligé d'attendre le délai fatidique des 6 mois et 15 jours. Mais sachez que l'appui est triché, que le patient doit garder une attelle et des béquilles pendant 30 jours. Alors, la fermeture, très important, parce qu'on incrimine souvent donc à cette technique les fameuses douleurs antérieures. Hein. Vous êtes un malade et puis vous faites une écho, on vous dit vous avez une tendinopathie du tendon rotulien. Vous voyez ici, c'est la portion qu'on a enlevée. Et vous voyez que à la place du caveau de la rotule, on l'a rempli d'os spongieux. C'est fondamental pour éviter les douleurs antérieures, les fractures de rotule et les tendinopathies d'insertion. Les tendinopathies d'insertion, sincèrement, chez moi, elles ne sont pas du tout fréquentes, voire elles sont absentes quand je vois le nombre de malades que je fais, parce que je donne beaucoup d'importance à la fermeture. La chirurgie n'est pas encore terminée. Vous voyez que je ferme aussi le péritendon que vous avez vu au départ qu'on a ouvert de manière parfaite afin qu'il y ait un parfait plan de glissement entre la peau, le tissu sous-cutané et le tendon rotulien. Et vous voyez que la fermeture est totalement cosmétique.